Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Mister Brick, j'espère que vous allez bien et j'avais envie de vous faire une petite vidéo bonus puisque tout récemment j'ai pu assister à une exposition Lego qui s'appelle l'Histoire en briques aux Invalides au musée de l'armée à Paris. C'était une expo temporaire qui s'est terminée le 12 janvier et je vous fais découvrir tout ça parce que les constructions ont été incroyables. Allez, c'est parti! Bon alors très rapidement, avant de commencer, laisse-moi t'expliquer ce que c'est l'Hôtel des Invalides si tu ne sais pas. L'Hôtel des Invalides, c'est un ensemble architectural parisien situé dans le 7e arrondissement de Paris, dont la construction remonte au XVIIe siècle. Elle a été ordonnée par Louis XIV en 1670 dans le but d'accueillir les soldats invalides de ses armées. Demeuré fidèle à cette mission, il est également aujourd'hui le siège de différentes autorités militaires, comme le gouverneur militaire de Paris, et héberge plusieurs organismes consacrés à la mémoire des anciens combattants et au soutien des soldats blessés. Il abrite aussi la cathédrale Saint-Louis des Invalides, plusieurs musées et une nécropole militaire dont l'élément principal est le tombeau de Napoléon Ier. Ce vaste complexe architectural, conçu par Libéral Bruant et Jules Hardouin-Mansart, est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture classique française. Donc déjà, si tu n'y es jamais allé, je te le recommande vivement, ça vaut vraiment le coup. Mais si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu assister à une exposition temporaire qui s'appelle l'Histoire en briques aux Invalides, qui a eu lieu du 21 décembre 2024 au 12 janvier 2025, qui ont regroupé les figurines de la construction Lego et Kobe, qui ont investi le musée pour une expérience ludique et unique, surtout pour les petits, mais aussi les grands. Le concept était très simple. Dans le cadre grandiose de la salle Turenne, habituellement fermée au public, on a pu admirer des épisodes majeurs de l'histoire reproduits en briques Lego ou Kobe. Du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale, en passant par Napoléon évidemment, je vais vous montrer toutes les riches constructions qu'on a pu découvrir, ce qui a permis aux enfants d'apprendre un peu des grands pans de l'histoire. Et petit instant promo, si j'ai eu la chance de pouvoir y assister, c'est grâce à Fiverr, mon partenaire, qui a réussi à m'inviter à cette exposition. Je vous donne rendez-vous avec le lien en description pour découvrir leur appli qui recense tous les bons plans et les sorties de Paris, mais aussi de plein de villes de France. Ça vaut largement le coup, il y a énormément d'expos ou d'animations disponibles. Attaquons maintenant l'exposition. Déjà, dès l'entrée, on est accueilli par quelques constructions à travers des portraits de grands personnages de l'histoire en Lego. La première scène s'appelle Quelle foire. Elle représente 65 000 pièces et a mis plus de 40 heures à être construite. Le musée de l'armée conserve de nombreux objets, plus de 500 000, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Le défi ici a été de représenter en une seule scène le Moyen-Âge, une période de plus de 1000 ans de notre histoire. Ils ont choisi de montrer ici un rendez-vous important de cette époque, une foire où se réunissaient des personnages de différentes cultures pour vendre, acheter, échanger, se divertir, etc. Des archers veillent depuis les remparts du château, tandis qu'en bas, tu peux reconnaître des musiciens, des aubergistes, des marchands et même des fous du roi. Il y a un joyeux mélange de périodes historiques puisqu'un bateau et des guerriers vikings sont représentés près d'une joute de chevaliers. Le deuxième set représente 11 000 pièces et a mis plus de 18 heures et s'appelle En campagne avec François Ier. François Ier est l'un des rois de France les plus célèbres de la période de la Renaissance. Comme la plupart des souverains, il souhaite agrandir ou protéger son territoire et mène des guerres dans les pays qui entourent son royaume, notamment en Italie. Observe la bataille et repère François Ier. Il est armé d'une longue lance et l'armure de son cheval est recouverte d'un tissu azur, décoré de la première lettre de son prénom. La scène montre également ceux qui suivent une armée lorsqu'elle part en campagne militaire à cette époque. Des femmes, des hommes et des enfants vendent de la nourriture ainsi que bien d'autres produits qui réparent ou aident à transporter les armes telles que les lourds canons et soignent aussi les corps des combattants. Ce set s'appelle La Star des Batailles, a mis 425 pièces et plus de 8 heures de travail. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle représente la célèbre bataille d'Austerlitz. En 1805, c'est l'une des victoires les plus célèbres de Napoléon.
Elle oppose la France à des grandes armées, celles de la Russie et de l'Autriche. En élaborant une stratégie brillante, Napoléon trompe ses ennemis et remporte une victoire décisive. Ce triomphe renforce son pouvoir en Europe et marque l'histoire en tant que bataille des 3 empereurs. Cap sur l'Égypte avec 513 pièces et 12 heures de travail. En 1798, le gouvernement français décide de mener une campagne militaire en Égypte qui fait partie de l'immense empire ottoman. Il s'agit de couper la route de l'Inde aux Britanniques afin de paralyser les échanges commerciaux qui leur permettent de s'enrichir et de financer ainsi la guerre contre la République française. Le commandement de l'armée est confié à Napoléon. Il débarque à Alexandrie avec ses troupes le 1er juillet 1798. Là, je pense que c'est facile de le reconnaître, il s'agit du sacre de Napoléon Ier qui met 684 pièces et 15 heures de travail. Le 18 mai 1804, le premier consul Napoléon Bonaparte devient empereur et prend Napoléon Ier comme nom de règne. Devenir empereur permet à Napoléon d'échanger sur un pied d'égalité avec les 2 principaux souverains du continent, l'empereur du Saint-Empire germanique et l'empereur de Russie. Pour marquer les esprits, Napoléon organise une grande cérémonie de sacre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804 en présence du pape XVII. Fait marquant, durant le sacre et en accord avec le pape, Napoléon saisit la couronne impériale et la place au-dessus de sa tête puis il couronne Joséphine, son épouse. Par ce geste symbolique, il se démarque des anciens rois de France et impose son pouvoir. Après Napoléon en Égypte, Napoléon se couronne, voici Napoléon à la montagne, avec 1500 pièces et 6 heures de travail. Napoléon Bonaparte est devenu un puissant chef d'État, mais aussi le commandant en chef de l'armée. Le 20 mai 1800 commence la seconde campagne d'Italie, qui oppose la République française à une coalition européenne. Au cours de cette campagne, pour surprendre l'adversaire, Napoléon franchit le col du Grand Saint-Bernard dans les Alpes. C'est la pièce qui m'a le plus impressionné, elle s'appelle Une chouette façade, elle a demandé 8000 pièces et plus de 64 heures de travail. Le roi de France Louis XIV fait construire l'Hôtel des Invalides à partir de 1671. Il s'agit d'un hôpital destiné à accueillir les soldats grièvement blessés, donc devenus invalides pour leur service militaire ou trop vieux pour servir l'armée royale. On peut y voir le roi, ses mousquetaires et des pensionnaires invalides. Sur la façade de chaque côté du porche d'entrée du monument, on peut voir des sculptures de dieux de l'Antiquité. À droite, il y a Minerve qui représente la sagesse, l'intelligence et la stratégie militaire. À gauche, on retrouve Mars, le dieu de la guerre, pour les Romains. Retour avec Napoléon en campagne, 4138 pièces et plus de 32 heures de travail. Cette scène est inspirée du célèbre tableau de Georges Rouget, qui reprend la composition de celui de son maître Jacques-Louis David, qui s'intitule « Le premier consul franchissant les Alpes au col du Grand Saint-Bernard ». L'artiste représente le nouveau héros de l'Europe de manière peu réaliste puisque c'est sur un dos d'une mule montagnarde et non d'un fougueux cheval que Napoléon a franchi avec ses troupes ce passage difficile dans les montagnes. Le retour des cendres, 4560 pièces et 52 heures de travail. En 1840, le roi des Français, Louis-Philippe Ier, fait exhumer le corps de Napoléon à Sainte-Hélène. Le terme de cendre évoque la dépouille, c'est-à-dire le corps qui n'a pourtant pas été incinéré. Le voyage dure 93 jours de l'île de Sainte-Hélène au port de Courbevoie près de Paris. Il est effectué à bord de 8 bateaux reproduits en Lego dans l'exposition. Pièce originale, Napoléon, échec et mat, 9000 pièces et plus de 30 heures de travail. Depuis la Révolution française, l'Angleterre est souvent en guerre contre la France. En 1805, Napoléon se prépare à envahir l'Angleterre et rassemble pour cela ses bateaux. Il envisage même le projet fou de creuser un tunnel sous la Manche pour atteindre la perfide Albion, surnom péjoratif donné à la Grande-Bretagne. Le 18 juin 1815, l'armée britannique, renforcée en fin de journée par l'armée prussienne, remporte la victoire sur les troupes françaises à Waterloo. L'île au bout du monde, 800 pièces et 6 heures de travail. Le 18 juin 1815, l'armée britannique, renforcée par l'armée prussienne, remporte la victoire sur les troupes françaises à Waterloo. Le 22 juin, Napoléon abdique. Les armées alliées contre lui envahissent la France par le nord. Paris doit se rendre. Le 8 juillet, le roi Louis XVIII, et qui est le frère de Louis XVI, revient au palais des Tuileries à Paris afin de reprendre le pouvoir en tant que roi de France. Le 15 juillet 1815, Napoléon se rend aux Britanniques. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène à plus de 7000 km de la France. Le 15 octobre 1815, Napoléon débarque sur l'île de Sainte-Hélène.
Par passion et par ennui, il lit énormément. Il dicte à son médecin personnel ainsi qu'à d'autres proches ses mémoires dans lesquels il raconte son parcours du siège de Toulon en 1793 à la défaite de Waterloo en 1815. Il reçoit de rares invités auprès de qui il s'informe de la vie politique européenne et de l'activité. Napoléon a aussi trouvé un nouveau passe-temps qui le distrait quelques mois, le jardinage. Les années passent, déprimé et très malade, Napoléon meurt sur l'île le 5 mai 1821. Mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire et à activer la cloche, ça ne te coûte rien et ça aide grandement la chaîne. J'essaye vraiment de me lancer, donc merci beaucoup d'avance. Et on continue. Le tombeau XXL, 11 000 pièces et 34 heures de travail. En 1841, le cercueil de Napoléon est placé dans la chapelle Saint-Jérôme de l'église du Dôme des Invalides, en attendant la construction du tombeau. Ce tombeau, aménagé au centre du dôme par l'architecte Visconti, est inauguré le 2 avril 1861 par l'empereur Napoléon III. 6 cercueils sont en fait emboîtés les uns dans les autres. Vous pouvez vous y rendre après la visite de l'exposition d'ailleurs. Mais évidemment, pour vous montrer la puissance de la construction, il fallait forcément que je vous compare avec le vrai tableau de Napoléon Ier, qui est aussi aux Invalides. Le voici. Un endroit majestueux et très impressionnant, c'était la première fois que j'y allais, je vous recommande vivement, il y a un peu de monde mais ça vaut largement le coup. Allez, on continue la visite, retour au musée. À bord du Normandie, 2500 pièces, 16 heures de travail, puis de la Dorade 3, 2300 pièces, 7 heures de travail. En ramenant le corps de Napoléon Ier, le roi Louis-Philippe Ier espère réunir les Français autour de lui. Son idée est d'utiliser la gloire de l'empereur pour renforcer son pouvoir et apaiser les divisions politiques dans le pays. Le cercueil de Napoléon est transporté sur le bateau à vapeur, le Normandie, de Cherbourg à Rouen. Il est ensuite placé sur le bateau numéro 3 de la compagnie nommé les Dorades, pour atteindre le port de Courbevoie. Le 15 décembre 1840, le char funèbre tiré par 16 chevaux passe sous l'arc de triomphe de l'Étoile, descend les Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde, traverse le pont et remonte vers l'hôtel des Invalides. Ici les Invalides, 17 500 pièces, 35 heures de travail. Cette maquette te projette dans la cour d'honneur des Invalides entre 1905 et 1922. La première date correspond à l'inauguration du musée de l'armée que tu peux imaginer en regardant les véhicules et les hommes transportant une armure, un très grand tableau projeté par une caisse, etc. La statue de Napoléon, qui domine encore la cour d'honneur aujourd'hui, est arrivée en 1911. À partir de 1915, des canons et autres matériaux allemands sont exposés dans la cour d'honneur. Il y a aussi des avions comme celui en Cobie, dont la queue est ornée d'un drapeau français, un char Renault FT-17 et le wagon de train dans lequel a été signé l'armistice de la Première Guerre mondiale, évidemment. Ce wagon est présenté dans la cour d'honneur des Invalides de 1922 à 1927. Dans les tranchées, 10 000 pièces et 30 heures de travail. Cette scène représente des objets de différentes tailles qui racontent des épisodes entre 1914 et 1918. On peut observer notamment la tranchée avec les soldats britanniques reconnaissables à leur casque à large bord, surnommé le plat à barbe. Tu peux voir également des chars ultramodernes que l'on utilise pour la première fois, mais aussi un pigeon qui transporte un message codé, comme dans l'Antiquité déjà. La guerre totale, 15 000 pièces et plus de 50 heures de travail. Cette dernière scène présente des objets de différentes tailles qui racontent des épisodes entre 1939 et 1945. À cette époque, certains parlent déjà de guerre totale. Cela signifie que tout le monde est touché, population civile comme militaire, animaux et ressources. Quant à cette machine, on la nomme Enigma. Elle est utilisée par l'armée allemande pour coder les messages de leurs opérations militaires. Les alliés adverses de l'Allemagne nazie ont pourtant réussi à percer son fonctionnement dans le plus grand secret. Un super-héros Marvel créé en 1940 est présent dans cette scène car, dans les bandes dessinées de cette époque, Captain America apportait espoir et courage aux soldats américains qui combattaient en Europe. Et à la fin de l'exposition, il était possible d'avoir 2 activités pour les enfants.
Une qui permettait de construire avec quelques briques à disposition leur création et de pouvoir les exposer sur un mur. Ça ressemble énormément à ce que fait aussi les Lego Store et c'est plutôt cool. Mais c'est pas terminé. Pour aller plus loin, un livret d'enquête était proposé à la sortie de l'exposition, permettant à tous de poursuivre l'aventure à la recherche de figurines Lego et Kobe cachées dans les collections du musée de l'armée, au cœur des parcours de visite permanente. Une façon ludique de découvrir le musée et ses richesses. On n'a pas joué le jeu malheureusement parce que c'était un peu long et on était fatigué avec les enfants, mais en tout cas c'était vraiment plaisant d'avoir ça. Cette exposition n'aurait pas pu être possible sans la société Histoire en Briques qui est spécialisée justement dans les expositions Lego et autres, aussi des animations ou des dioramas énormes. Ils sont aussi à l'origine d'expos comme Les Fables de La Fontaine en Lego, La Conquête Spatiale, Les Enquêtes Policières, si vous avez déjà entendu parler. Je vous recommande vivement d'aller sur leur site, je laisse le lien en commentaire aussi, c'est impressionnant ce qu'ils font. Voilà, j'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu. Cette expo en tout cas, je l'ai trouvé incroyable, c'était une vraie surprise parce que j'étais pas en courant. Un grand merci encore à Fever pour l'invitation et n'oubliez pas d'aller dans le lien en description pour découvrir toutes leurs sorties sur Paris ou dans toutes les villes de France. Et je vous donne rendez-vous évidemment très vite pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire à me dire si tu as déjà fait des expos Lego comme cela, ça m'intéresse. Allez, ciao!